La Tunisie se prépare à ses premières élections législatives depuis l'arrivée au pouvoir du président Kais Saied. Scrutin prévu le 17 décembre avec une nouvelle loi électorale qui a été adoptée le 15 septembre dernier. Pour en parler, nous sommes avec l'historienne Sophie Bessis. Bonsoir Sophie Bessis. En quoi, avec cette nouvelle loi électorale, les règles ont-elles changé, sachant que la plupart des partis boycottent ce scrutin ? Il ne s'agit pas, bien entendu, la plupart des partis boycottent ce scrutin, mais ce qu'il faut d'abord signaler, c'est que cette loi électorale est faite pour que les partis politiques ne puissent pas participer au scrutin. C'est-à-dire qu'aucun candidat ne peut avoir l'étiquette d'un parti politique pour se présenter. Et donc, un des buts, tout à fait d'ailleurs avoué, du chef de l'État tunisien était d'exclure les partis politiques du processus électoral des élections législatives. Alors, il est partiellement revenu sur cette décision parce qu'elle était ingérable. Et il faut bien dire que l'ensemble du processus électoral, l'ensemble de la loi électorale apparaît pour l'instant totalement ingérable. C'est d'une telle complication que c'est une véritable usine à gaz. Et que même les soutiens les plus inconditionnels du président Kais Saied, comme le parti Chab par exemple, eh bien, disent aujourd'hui qu'il n'est pas possible de faire des élections dans ces conditions. Donc effectivement, la plupart des partis politiques ont déclaré qu'ils boycotteraient les élections, mais elles se présentent, il est vrai, sous un jour extrêmement improbable pour l'instant. Alors il y a d'ailleurs l'ISI, l'instance supposée être indépendante de préparation et de contrôle des élections, qui n'est plus indépendante depuis qu'elle a été remaniée par le chef de l'État, a prorogé de 3 jours la possibilité d'enregistrer des candidatures parce qu'il est tellement difficile de candidater aux élections législatives que, bien, il y a très peu de candidatures, il y a moins d'1 millier. Les chiffres sont extrêmement hétérogènes puisqu'il est très très difficile d'avoir une vision claire de la chose. Alors, il semblerait qu'il y ait un peu moins de 900 candidatures avalisées par l'instance, par l'ISI, dont uniquement 117 femmes. Et je voudrais tout de même signaler que là, il s'agit d'un recul absolument tragique dans la mesure où en 2011 avait été instaurée la parité des candidatures sur des listes à la proportionnelle et qu'aujourd'hui des listes au scrutin uninominal à 2 tours, il y a une régression absolument fantastique puisque même pas un quart des candidats sont des candidates. Donc vraiment la visibilité de ces élections du 17 décembre pour l'instant est très très faible dans la mesure où la loi électorale donc est une véritable usine à gaz, Du comme je côté disais. des Et Tunisiens, de- Sophie Bézis, qui étaient déjà invités à 2 reprises cette année à se prononcer sur un projet de nouvelle Tout à fait, constitution et qui ne semblent tout à fait. visiblement pas pressés de se rendre une 3e fois aux urnes cette année. Comment expliquez-vous ce ras-le-bol qui s'est d'ailleurs fortement exprimé dans la rue ces derniers jours ? Ben, ce ras-le-bol est dû à plusieurs raisons. C'est-à-dire que le président Kais Saied a été élu en octobre 2019. Il a procédé, comme vous le savez, à un coup d'État, euh, appelons cela un coup d'État institutionnel, si l'on veut, le 25 juillet 2021, et a fait avaliser cet accaparement de l'ensemble de tous les pouvoirs par un référendum qui a été voté le 25 juillet 2022 pour une nouvelle constitution qui lui octroie tous les pouvoirs. Mais sur d'autres plans, rigoureusement, rien n'a été fait. C'est-à-dire que le chef de l'État actuellement a une espèce de magistère de la parole, mais il n'y a aucun acte concret qui puisse améliorer la vie des Tunisiens. Et sur un autre plan, les négociations avec le Fonds monétaire international ont visiblement abouti à un prêt du Fonds monétaire d'un petit peu moins de 2 milliards de dollars, d'1,9 milliard de dollars, qui est effectivement, comme toujours pour les prêts du Fonds monétaire international, soumis à un certain nombre de conditionnalités, même si on les appelle préconisations. Et on ne sait pas exactement quelles sont ces conditionnalités. La directrice générale du Fonds monétaire international en a donné quelques indications récemment. L'exécutif tunisien n'a donné aucune indication précise, ce qui augmente, si vous voulez, l'incertitude, l'effroi, la
peur. Est-ce que la compensation, c'est-à-dire les subventions aux produits alimentaires de base vont être supprimées ou vont être diminuées? Est-ce que, les prix à la consommation vont encore renchérir plus encore que l'inflation actuelle? Donc les Tunisiens et les Tunisiennes sont en pleine incertitude devant une espèce de non-visibilité du pouvoir et des décisions qu'il est supposé prendre pour améliorer la vie du plus grand nombre. Donc effectivement, dans un contexte pareil, si vous voulez, les élections ne sont pas une priorité du Tunisien ou de la Tunisienne moyen, c'est l'évidence. Alors vous disiez tout à l'heure que le chef de l'État s'est arrogé les pleins pouvoirs. Il y a cette nouvelle loi électorale, cette nouvelle constitution également. Comment expliquez-vous qu'il n'a fallu que 10 ans pour passer du printemps arabe à cet essoufflement démocratique, j'ai envie de dire? Bon, abandonnons, si vous voulez, les métaphores saisonnières. Le printemps arabe, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais disons qu'à partir de janvier 2011, effectivement, la Tunisie s'est engagée dans un processus démocratique réel, euh, plein d'embûches, plein de faux pas. La classe politique tunisienne n'a pas été à la hauteur de ce défi, c'est l'évidence. Le pouvoir du parti islamiste Nahda a été un pouvoir presque, je dirais, traditionnel, c'est-à-dire clientéliste, qui a sauvegardé ses propres intérêts et qui n'a absolument pas pris en compte les exigences du devenir de la Tunisie. Donc effectivement, la situation politique et la situation sociale se sont détériorées pendant ces 10 ans, incontestablement. Mais tout de même, du côté positif, il ne faut pas l'oublier, il y a eu une libération de la parole, une libération des médias, et comme je vous le disais, un apprentissage chaotique, incertain, difficile d'une pratique démocratique. Seulement, comme les choses n'allaient pas bien, et que comme je vous le disais, la classe politique et le Parlement élu en octobre 2019 a été au-dessous de tout, il faut bien le dire, eh bien, les Tunisiens, les citoyens et les citoyennes de ce pays ont pris le dévoiement de la démocratie par ses forces politiques pour une incapacité de la démocratie elle-même à assurer un mieux vivre et un mieux être. Et donc les Tunisiens, il est vrai, pour l'instant, et c'est une des raisons de l'élection du président Kais Saïd, ont rejeté en fait l'expérience démocratique parce qu'elle était dévoyée. Et aux élections de 2019, vous avez eu au deuxième tour des élections deux leader populiste, un Nabil Karoui, qui était soupçonné, comme vous le savez, de blanchiment d'argent, d'escroquerie, etc., et un candidat hors système qui a avancé une rhétorique populiste qui a marché auprès de la population. Merci Sophie Bessis. Je rappelle que vous êtes historienne.